Donc bonjour à tous, bienvenue à ce 5e cours donc, de la série sur les structures de contrôle. Et donc aujourd'hui nous allons parler d'effets et de gestionnaires d'effets. Mais une fois n'est pas coutume, avant de commencer le cours, je voulais revenir sur le cours de la semaine dernière pour faire un erratum. Donc la semaine dernière on a vu divers exemples de programmation en style à passage de continuation, en style CPS. L'un d'entre eux, c'était pour faire de l'analyse syntaxique, par exemple reconnaître des expressions régulières dans une liste de caractères, et on avait mis en place une approche dite à deux continuations, à deux canons, comme on dit, on reverra ça aujourd'hui. Et le problème qui m'a été signalé par Jean-Christophe Filiatre, c'est que donc les combinateurs qu'on a écrits ici, en fait, ils n'implémentent pas exactement la sémantique des expressions régulières, essentiellement parce que le combinateur étoile est glouton. C'est-à-dire qu'il avale autant d'exemplaires, il reconnaît autant d'exemplaires de l'expression R que possible, et il ne va pas revenir en arrière après sur un cas d'erreur. Et si la suite de la reconnaissance ne fonctionne pas. Donc par exemple, si vous faites reconnaître l'expression régulière A étoile A, dans le texte AAA, en fait le A étoile va manger les trois A, et puis le A qui suit ne correspond à rien, donc échoue, et l'étoile ne sait pas revenir en arrière. Alors, ce n'est pas pour autant que ce type de combinateur avec deux continuations, échec, succès, est inutile. Simplement, ça fait de l'analyse syntaxique gloutonne et qui n'est pas appropriée pour les regex, pour les expressions régulières. Mais, en fait, on peut, avec un autre type de continuation, traiter correctement les regex. Donc, c'est une implémentation qui utilise une seule continuation, mais qui peut l'appeler plusieurs fois. Donc la continuation, elle va répondre vrai si elle a bien réussi à filtrer, à analyser le reste de la chaîne, et faux si elle n'y est pas arrivée. Et dans ce cas-là, ça revient à demander un retour en arrière. Et donc maintenant, vous voyez maintenant le nouveau type de regex. Donc il prend une liste de caractères, il prend une continuation, donc il va prendre les caractères qui n'ont pas été reconnus, et qui va envoyer un booléen, succès ou échec, et on va renvoyer un booléen. Et c'est presque comme le précédent code. Par exemple, pour epsilon, on passe directement la liste à la continuation, puisqu'on a reconnu le mot vide. Pour un caractère C, si on a une liste qui commence par ce caractère, on appelle la continuation avec le reste de la liste, sinon c'est un échec. Si on a une séquence, on fait la première expression régulière, puis la deuxième. En revanche, là où ça devient intéressant, c'est pour l'alternative, où on essaye la première, et si elle renvoie faux, alors on essaye la deuxième. Et c'est seulement si la deuxième renvoie aussi faux qu'on va renvoyer faux. D'accord ? Et avec ça, en fait, on obtient le bon comportement pour l'étoile et le plus, juste en utilisant l'alternative. Voilà, donc c'est le point sur lequel je voulais revenir brièvement. Et maintenant, nous allons pouvoir commencer le cours d'aujourd'hui, qui d'ailleurs va aussi utiliser des continuations sous plein de formes différentes. Et donc le cours consacré à la pratique des effets. On va partir des exceptions et aller jusqu'au gestionnaire d'effets. Pratique parce que le cours de la semaine prochaine rentrera davantage dans la théorie sous-jacente des effets algébriques. Donc commençons par un petit retour sur les exceptions, qu'on a vu brièvement, je crois, au deuxième cours, dans le cadre de langage impératif. Donc là, on va le voir dans le cadre de langage fonctionnel. Donc une exception, c'est une valeur qui encamèle à un type qui s'appelle EXN, un type extensible déclaré dans la bibliothèque standard du système. Et cette valeur décrit une condition exceptionnelle. Ça peut être une erreur, ça peut être le fait qu'une fonction n'a pas de résultat bien défini, ne sait pas quoi renvoyer comme résultat.
Et donc, dans un langage fonctionnel classique, donc avec des constantes, des variables, des fonctions, des applications de fonctions, ça se présente sous forme de deux constructions supplémentaires. Raise, qui va lever une exception, donc petit e, c'est une expression de type exn qui décrit la condition exceptionnelle, et puis le gestionnaire d'exception qui permet donc d'intercepter, de récupérer les exceptions. Donc raise de E va interrompre l'exécution, se brancher au try-with le plus proche. Cette expression ne produit aucune valeur, donc on peut lui donner un type très polymorphe, disant le résultat, tous les types possibles et imaginables, puisque de toute manière il n'y a pas de résultat. Et donc le try, c'est le gestionnaire d'exception, il évalue le corps E1, et si cette expression ne lève pas d'exception, eh bien la valeur de E1, c'est la valeur du try-with. En revanche, si E1 lève une exception, la valeur v de l'exception va être liée à la variable x, et le gestionnaire, le handler, comme on dit en anglais, E2, est évalué. Voilà. Alors, petit exemple d'utilisation, pour faire du rapport d'erreur. Donc ici, on va se servir d'une exception pour signaler des débordements dans les calculs arithmétiques entiers. Donc ça, c'est l'addition de deux entiers machines, au camel, mais qui détecte le cas où le résultat déborde, mais n'est pas représentable, auquel cas camel, lui, le prend modulo de puissance 63, ce qui n'est pas toujours désiré. Donc là, vous avez une formule affreuse tirée de Hacker's Delight qui vous détecte le débordement et lève l'exception overflow dans ce cas-là. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Par exemple, on peut faire un calcul, par exemple additionner tous les éléments d'une liste L avec safe_add et récupérer l'exception overflow pour, par exemple, afficher un message d'erreur. D'accord? Et alors, ce qui est un tout petit peu intéressant dans cet exemple, c'est que donc safe_add ne sait pas quoi faire avec l'overflow, avec le débordement, d'accord? Ça ne ferait pas vraiment de sens de mettre le print ici. Donc safe_add se contente de lever une exception, laquelle va traverser une ou plusieurs couches d'appel de fonction, par exemple cet itérateur fold_left générique, qui lui ne fait rien, ne gère pas d'exception et n'enlève pas, et pour être enfin rattrapé par quelqu'un qui sait quoi faire avec cette exception. Un autre exemple que j'aime bien, c'est la sortie anticipée d'une récursion. Donc ici, on fait le produit des entiers d'une liste. Alors c'est un produit où on ne détecte pas les débordements, on pourrait, mais on veut un cas particulier, si jamais la liste contient le nombre 0, on sait que le produit des éléments de la liste est 0, et on a envie d'obtenir ce résultat le plus vite possible, sans parcourir toute la liste, par exemple. Alors bien sûr, on pourrait parcourir une première fois la liste pour voir s'il y a un 0 dedans ou pas. Si oui, renvoyer 0, sinon refaire le calcul. Mais on peut aussi s'amuser à entamer le calcul, donc descendre dans la liste en faisant les produits, et dès qu'on voit un 0, on lève une exception, laquelle va être rattrapée ici et va renvoyer le nombre 0. Et en fait, aucune multiplication n'est effectuée si l'exception est levée. Tout ça, c'est des multiplications qui sont en attente du retour de la fonction product, donc aucun calcul n'est effectué, et on parcourt le nombre minimal de cellules de liste. Bon. Et puis, troisième exemple, alors pas forcément représentatif, puisque là on est en train de lever les exceptions exactement dans la fonction qui les a déclarées et qui va les gérer, mais ça permet d'émuler break et continue dans des boucles. Donc OCaml a des boucles impératives classiques, comme une boucle comptée fort, mais pas de construction break et continue. Vous pouvez les remplacer par des levées d'exceptions, avec l'exception continue qui est interceptée autour du corps de la boucle, ce qui fait que quand elle est levée, on reprend la prochaine itération, et l'exception break qui est interceptée juste à l'extérieur du corps de la boucle, donc elle fait sortir. Donc ces exceptions levées et gérées dans la même fonction, c'est un peu les sorties à plusieurs niveaux, le multi-level exit qu'on a vu au premier cours. Vous pouvez voir ça un peu comme des go-to en avant. Mais ce n'est pas l'usage principal.
Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme sémantique à ces exceptions? On a vu la semaine dernière le style de sémantique dit à réduction sous contexte, qui nous a permis d'expliquer ce que fait l'opérateur call-cc. Là, pour les exceptions, c'est un petit peu plus simple. Donc, on a deux règles de réduction en tête, comme on dit, pour le try with, pour le gestionnaire. Si le corps est déjà réduit en une valeur, donc clairement, il ne va pas lever l'exception, et donc on réduit try v with x flèche e en v. En revanche, si le corps est de la forme un contexte en position active raise de v, donc le corps est sur le point de lever une exception v. Si on évalue normalement, la prochaine chose qu'il devrait faire, c'est d'évaluer, c'est de lever l'exception. Alors, eh bien, on se branche immédiatement à la partie E, à la partie gestionnaire, en remplaçant x par v. Et donc ce contexte D, c'est un contexte qui ne contient pas d'autres try with. D'accord. C'est un contexte de propagation d'exception. C'est ça qui garantit que le try with qu'on a dans cette règle est le plus proche dans la pile d'appel de la levée de l'exception. Donc il peut inclure des applications de fonctions, bien sûr, mais pas d'autres try with. En revanche, dans les contextes de réduction, bien sûr, on peut aller réduire, on doit aller réduire dans le corps d'un try with. Voilà. Et donc, en fait, quand on a un programme P qui est sur le point de lever l'exception V, donc on peut décomposer en un contexte avec raise de V dans la partie active. S'il y a au moins un try with qui englobe ce raise, on peut décomposer sous cette forme, donc C' du try with en question, avec un sous-contexte D qui contient le raise de V. Et donc le contexte C, en fait, c'est la composition de ces trois choses. Et du coup, on va réduire en C' et en position active le gestionnaire de l'exception. Alors, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de try with autour du raise? Avec les règles que je vous ai données, le programme est bloqué. En fait, vous n'allez pas pouvoir le réduire. Et ça correspond à un cas où le programme ne peut pas aller jusqu'au bout à cause d'une exception non rattrapée, une exception non gérée. Bien. Alors, on avait mentionné rapidement, au deuxième cours, je crois, que bon, les exceptions ne font pas l'unanimité et qu'un certain nombre de programmeurs préfèrent plutôt représenter les erreurs dans les valeurs de retour des fonctions. Et je vais appeler ça le style à retour d'exception, si vous voulez bien. Et donc l'idée, c'est d'avoir par exemple ce type result, qui dit le résultat d'une fonction, le résultat d'un calcul, c'est soit une valeur de type alpha, soit une exception de type E, ou EXN si on veut. Mais là, j'utilise des chaînes de caractères pour signaler les erreurs. Donc mon safe add de tout à l'heure, qui prenait deux entiers et rendait un entier, maintenant il va rendre un int string result. Et le cas d'erreur, il va rendre E de overflow. Et dans le cas où il n'y a pas d'erreur, il va rendre V de Z. Du coup, maintenant, je ne peux plus faire un fold, enfin une opération classique de liste avec cet opérateur parce qu'il n'a plus le bon type. Et donc, il faut que j'écrive mon propre parcours pour faire l'addition des éléments d'une liste, lequel va envoyer V de 0 dans le cas où c'est terminé. Et puis, donc s'appeler récursivement. Si l'appel récursif fait une erreur, on la propage, et si elle ne fait pas d'erreur, alors on fait l'addition, qui elle-même peut engendrer une erreur. Bon. Donc le style de programmation est un petit peu plus lourd. Mais on peut le systématiser aussi, sous forme d'une transformation de programme. Donc rappelez-vous la transformation CPS du cours précédent, qui prend n'importe quel programme avec des opérateurs de contrôle et vous le donne un programme normal, enfin juste dans un langage fonctionnel pur, mais où les calculs prennent un argument supplémentaire qui est la continuation. Ben là, on peut prendre un langage avec des exceptions, raise et try with, et systématiquement le traduire dans un langage sans raise et sans try with, qui utilise le style à retour d'exception. Donc je vais appeler ça la transformation ERS, même si ce n'est pas du tout standard dans la littérature. Et vous voyez les différents cas ici. Si vous avez une constante, une variable ou une fonction, donc c'est des calculs, ce sont des valeurs, vous n'avez pas à faire de calcul, donc vous pouvez les renvoyer directement en V, donc V de la constante, V de la variable, ou V de la fonction dont le corps a été transformé.
En revanche, quand vous avez des calculs non triviaux, comme l'application de fonctions, eh bien, il faut à chaque étape donc, discriminer sur le résultat de l'évaluation de E1. Si c'est une erreur, on la propage. Si c'est une valeur, on évalue E2. Si ça fait une erreur, on la propage. Si c'est une valeur, alors on peut enfin faire l'application V1 à V2. Alors le raise, lui, il va toujours renvoyer un résultat de la forme E. Donc si petit e s'évalue en une valeur d'exception V, on va renvoyer grand E de V. Et le truc, c'est que petit e lui-même peut lever une exception, auquel cas, il faut la propager aussi. Et le try with, eh bien, fait un peu l'inverse. Donc au lieu de propager les exceptions, il propage la valeur de retour normale de E1, et s'il y a une exception, se branche à E2. Donc voilà une manière systématique de faire ce genre de transformation qu'on a ici, par exemple. Mais il y a encore une autre manière de se débarrasser des exceptions ou d'utiliser les exceptions dans un langage qui ne les a pas, comme Haskell. C'est le CPS à deux continuations qu'on a vu dans l'erratum tout à l'heure, à nouveau, qu'on appelle aussi dans la littérature le CPS à deux canons, je pense par double barreled CPS, par analogie avec, je pense, certains fusils de chasse qui ont deux canons dans lesquels on peut mettre deux cartouches différentes et le chasseur choisit sur quel canon tirer, de la même manière que ici, le calcul va choisir quelle continuation lancer, continuation normale ou continuation d'échec. Enfin, d'échec, continuation d'exception. Donc, par exemple, notre safe add, maintenant, il prend ces deux continuations en plus, K1 et K2. S'il veut signaler une erreur, il lance K2, et s'il veut donner un résultat correct, un résultat normal, il lance K1. Et notre safe add, du coup, lui aussi prend les deux continuations, K1 et K2, et on voit que les appels récursifs se font avec une autre continuation, normale, qui va reprendre et continuer le calcul, mais toujours la même continuation d'erreur, puisqu'on n'est pas en train d'intercepter des exceptions. Et bien sûr, on peut écrire ça de manière systématique aussi, donc c'est une transformation CPS, mais cette fois-ci avec les deux canons, donc chaque terme transformé prend deux continuations en argument, K1 et K2, et K1 pour les résultats normaux, K2 pour les résultats exceptionnels. Et on voit donc que pour les constantes, les variables et les fonctions, on passe ça immédiatement à K1. En revanche, pour une application, par exemple, on demande à E1 de s'évaluer, avec toujours la même continuation d'erreur K2, une continuation normale qui récupère la valeur V1 de la fonction, qui demande à E2 de s'évaluer, avec la même continuation d'erreur, et une continuation normale qui récupère la valeur V2 de l'argument, et qui maintenant peut enfin faire l'application de V1 à V2 et aux deux continuations. Ouf. Et donc vous voyez que pour les constructions normales, si j'ose dire, la continuation d'erreur K2 est propagée vers les sous-termes, inchangés. Et là où ça devient amusant, c'est pour raise et try. Donc pour raise, on demande à l'expression E de s'évaluer, avec comme continuation K2 dans les deux cas, puisque que E s'évalue en une exception ou en une valeur, il faut déclencher la continuation d'exception. Et la continuation normale n'est jamais déclenchée, puisque raise ne revient pas normalement, ne calcule pas de valeur. Et pour le try, eh bien, on passe la même continuation normale, mais on change la continuation d'erreur d'exception pour récupérer et exécuter E2. Voilà. Alors, vous pouvez dire, mais tout ça, ça fait beaucoup de transformations de programme, laquelle choisir? Est-ce qu'il y a un lien entre tout ça? La réponse est oui. En fait, vous pouvez voir cette transformation CPS à deux canons comme le résultat de la transformation ERS, celle qui explicite un résultat qui est un type somme, soit une valeur, soit une exception, suivi d'une transformation CPS normale qui fait apparaître une continuation explicite. Et alors ça se voit sur les types. Bon, je n'ai pas trop montré de type jusqu'ici pour toutes ces transformations, mais donc si votre programme a un type de base tau, un type qui n'est pas un type flèche, parce que pour les types flèches c'est un peu plus compliqué, donc s'il a un type de base comme int, ça a une valeur entière, la transformation ERS lui fait produire soit un taux, ça c'est la valeur normale, soit une valeur d'exception, de type xn, disons, et la transformation CPS, en fait, donne ce type-là. Donc ça, c'est le type de la continuation. La continuation attend une valeur de type tau plus exn, soit un E, soit un V, et va aller jusqu'au bout du programme, vous produire le type du résultat final du programme, et c'est aussi le type du résultat final du programme.
Si vous faites le CPS à 2 canons, vous avez 2 continuations, l'une qui attend une valeur normale de type tau, l'autre qui attend une exception de type xn, et les deux donc, vous emmènent jusqu'au bout du programme. Et ces 2 types en fait, sont isomorphes. C'est le même isomorphisme de type qui dit que si vous avez une fonction de a plus b dans C, donc qui prend soit un a, soit un b et qui vous renvoie un c, c'est la même chose que vous avez 2 fonctions, une qui va de a vers c et l'autre qui va de b vers c. D'accord. Voilà, donc c'est en fait une autre manière, ce CPS à 2 canons, d'expliquer cette composition ici. Bien, donc maintenant il est temps de passer à l'étape d'après, donc qui sont les effets définis par l'utilisateur et les gestionnaires d'effets. Alors la terminologie est un peu compliquée. Donc, dans les temps anciens, effet, ça fait référence à effet de bord, donc c'est Donc c'est l'idée qu'on a par exemple des fonctions qui calculent une valeur résultat et qui au passage peuvent aussi modifier l'état du monde, modifier des variables globales, faire des entrées, des sorties, etc. Donc c'est un peu le terme un peu général d'effet. Maintenant, il y a la théorie des effets algébriques, donc introduite par Plotkin et ses co-auteurs, Power, Pretnard, etc., dans les années 2000, qui est en fait une théorie des effets, d'état mutable, entrée-sortie, exception, non déterminisme, et plus précisément une théorie de la génération et de la spécification de ces effets dans les langages de programmation. Et donc ça, on reviendra dessus au prochain cours. Mais c'est donc vers 2015, avec les travaux de Bauer et Pretnard, que les effets sont devenus une construction de langage de programmation, une structure de contrôle. Alors donc on parle généralement d'effets définis par l'utilisateur, donc user-defined effects, par opposition aux effets prédéfinis dans un langage comme Camel, comme les états mutables, ou les exceptions. Donc on parle d'effets définis par l'utilisateur et on parle de gestionnaire d'effets comme on parle de gestionnaire d'exceptions. On va voir que donc cette structure de contrôle, en fait, on peut la voir comme étendant les exceptions par la possibilité de redémarrer le calcul après avoir levé une exception, le calcul qui a été interrompu par la levée de l'exception, et qui combine aussi les continuations délimitées qu'on a vues rapidement à la fin du dernier cours. Et commençons par des exemples. Donc tous les exemples qui sont là sont en OCaml 5. Alors on commence par un exemple qui est similaire à celui du débordement arithmétique qu'on a vu tout à l'heure. Comment est-ce qu'on gère des erreurs avec des exceptions? Donc ici je déclare une exception, conversion failure, qui prend une chaîne de caractères en argument qui explique le problème, et je la déclare en fait en étendant le type prédéfini des exceptions. Et ici, donc, je fais une conversion de chaîne de caractères vers entier, donc qui utilise la conversion prudente qui est dans la bibliothèque standard de Camel, qui renvoie somme de n si c'est bien un entier et none si la chaîne ne représente pas un entier. Et ici, je dis, si c'est un entier, je le renvoie directement, et si ce n'est pas un entier, je vais lever l'exception avec la chaîne de caractères fautive. Et maintenant, je peux utiliser ça comme une fonction de type string flash int, et en particulier, je peux par exemple convertir toutes les chaînes qu'il y a dans une liste en entier, et puis faire leur somme. Et enfin, je peux appeler ce calcul et récupérer l'exception conversion failure, pour par exemple afficher un message d'erreur, et puis renvoyer un résultat. Ici, j'ai choisi de renvoyer le plus grand entier. C'est pas forcément un très bon choix, mais voilà. Et donc, avec des effets, ça ressemble vraiment beaucoup à ça, sauf que l'idée des effets, c'est qu'on va pouvoir reprendre en fait l'évaluation juste après avoir signalé l'erreur. Donc voyez ce que ça donne. Ici, je déclare conversion failure maintenant comme un effet, c'est-à-dire étendant le type prédéfini des effets. Alors un effet, ça porte un argument, ici la string, mais ça peut aussi en fait retourner une valeur de manière un petit peu bizarre. Donc ici, on dit que cet effet va pouvoir renvoyer des valeurs entières. Et là, dans le cas d'erreur, au lieu de lever une exception, j'effectue, je lance l'effet conversion failure de S, qui lui aussi va traverser des calculs comme list, substring list, et va pouvoir être géré ici. On va rattraper ici, un peu comme on rattraperait l'exception, sauf qu'on a non seulement
la description de l'effet qu'on rattrape, mais aussi une continuation K. Et donc, je peux afficher l'erreur et relancer la continuation avec la valeur 0. Et ça va avoir pour effet de revenir au point où on était ici et de continuer le calcul avec la valeur 0. Donc l'effet de ce gestionnaire, en fait, c'est de remplacer les erreurs par des zéros, d'accord, et de continuer le calcul. D'ailleurs, ça marche. Donc si je fais le SumStringList, celui qui n'a pas de gestionnaire d'effet autour du calcul, eh bien, dès que je tombe sur une chaîne qui n'est pas un entier, j'ai un effet non rattrapé, qui est un peu comme une exception non rattrapée. En revanche, avec le gestionnaire, donc à chaque fois que je tombe sur une chaîne mal formée, comme XXX ou YYY, qui est un entier mal formé, le gestionnaire reprend la main, affiche un message, reprend le calcul avec 0, et donc il fait ça 2 fois, et donc finalement on a 1 plus 0 plus 2 plus 0, c'est-à-dire 3. Alors oui, donc tous les exemples que je vous montre aujourd'hui sont faits en OCaml version 5.1, plus une syntaxe expérimentale pour la gestion des effets, qui est ici, donc qui intègre la gestion des effets à la construction match with de OCaml, qui permet déjà aussi de gérer les exceptions. OCaml 5 a les mécanismes d'effet depuis le début, mais sous forme de fonctions de bibliothèque qui sont moins agréables à utiliser. Et j'espère que cette syntaxe sympathique sera très bientôt intégrée dans OCaml. Mais en tout cas, vous pouvez déjà l'utiliser en utilisant cette version expérimentale du compilateur. Bien. Donc, revenons sur ce qui se passe avec les effets et qu'est-ce que c'est que cette continuation K là, qui sort de nulle part. Donc, on a perform, qui est la fonction prédéfinie, qui lève un effet. Et non seulement perform va se brancher au gestionnaire le plus proche, comme raise, mais il va capturer sa propre continuation. Alors, plus exactement, sa continuation délimitée. Celle qui va de ici, le point de retour de la levée de l'effet, jusqu'au gestionnaire, jusque-là. Et donc le gestionnaire va recevoir en même temps que la valeur de l'effet, la continuation. Alors il peut choisir d'ignorer la continuation, auquel cas c'est un peu comme si j'avais géré une exception. Le calcul qui est ici ne reprendra jamais. Ou alors il peut relancer la continuation, donc avec continue, et une valeur du type attendu par le contexte du perform. Donc rappelez-vous, là on est en train de convertir des chaînes de caractères en entiers, donc le contexte du perform, il attend un entier. Et donc, donc voilà en quoi ça combine exception et redémarrage d'exception et continuation délimitée. Alors en OCaml, il y a une limitation qui n'est pas présente dans d'autres langages qui ont des effets et des gestionnaires d'effets, qui est que la continuation est linéaire, c'est-à-dire qu'elle ne peut, peut-être plus techniquement affine, au sens qu'elle ne peut pas être relancée plusieurs fois. Elle peut être relancée une fois ou 0 fois, mais pas plusieurs. Et ça, c'est lié en fait à la manière dont c'est implémenté. Donc je sais que normalement, on n'est pas censé connaître les modèles d'implémentation de ces différentes constructions en termes de piles d'appel. Je pense quand même que ça peut aider, ça donne aussi un point de vue complémentaire pour comprendre ce qui se passe. Donc, 3 transparents avec des intuitions à base de piles d'appel. Donc là, j'ai la pile d'appel. Rappelez-vous, avec chaque fois qu'on appelle une fonction, on empile un bloc d'activation dessus. Mes piles croisent vers le bas, parce que je suis un informaticien. Donc voilà, donc je pars d'une pile comme ceci. Une fonction qui pose un try-with, qui pose un gestionnaire d'exception, qui ensuite appelle d'autres fonctions, qui appelle d'autres fonctions, qui appelle d'autres fonctions. L'une d'entre elles décide de lever l'exception. Du coup, on va se brancher sur le try-with en ayant dépilé, supprimé tous les blocs d'activation qui vont du raise jusqu'au try-with. D'accord ? Donc on a coupé la pile d'une certaine manière. Maintenant, si on a des continuations, alors plus les continuations non délimitées de base, comme le call CC, et l'implémentation naïve, c'est de copier toute la pile d'appel, typiquement vers le tas, ou dans une structure qui peut persister. Donc call CC, il va faire une copie de la pile et la passer à son code comme la continuation. Lequel code peut appeler d'autres fonctions, empiler, 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 qui va ensuite dépiler, dépiler, dépiler. On peut dépiler
aussi loin qu'on veut, d'accord? On peut revenir même avant le point où on a fait call CC, et à un moment, on va relancer la continuation, du coup, on va reprendre la pile exactement dans l'état où on l'avait sauvée. Bon. Maintenant, quid des gestionnaires d'effets? Moi, la manière dont c'est implémenté en OCaml, avec nos continuations linéaires, c'est par plusieurs piles entre lesquelles on commute. Donc, on démarre avec la pile principale, qui pose un gestionnaire d'effets avec le match with effect. Et l'effet du match with effect, c'est d'évaluer l'expression gérée sur une nouvelle pile. On alloue une petite pile dans un coin et on va faire évaluer l'expression sur cette nouvelle pile, laquelle peut faire des appels de fonctions, empiler des blocs d'activation. À un moment, elle va lancer un effet, va faire perform. Dans ce cas-là, le contrôle bascule sur la pile d'origine, la pile où se trouve le gestionnaire, mais la pile du géré n'est pas supprimée. Donc on se retrouve sur la pile du gestionnaire, lequel peut choisir de faire des calculs, d'empiler des choses, et à un moment, s'il relance la continuation capturée, le continue, on rebascule sur la petite pile au point où on l'avait laissée. Voilà. Et c'est parce qu'en OCaml, en fait, on ne fait jamais de copie de ces petites piles qu'on a cette contrainte d'utilisation linéaire sur les continuations, on ne peut pas s'en servir deux fois. Bon. Bien. Alors, ah oui, une autre distinction qui est utile de garder en tête, c'est la distinction entre gestionnaire profond et gestionnaire superficiel, donc deep handler et shallow handler dans la littérature. Le gestionnaire profond, c'est les exemples qu'on a vus jusqu'ici. C'est quand vous relancez la continuation capturée, donc quand le gestionnaire relance une de ces continuations, il reste actif. Et il continue à gérer les effets que la dite continuation pourrait lever plus tard. Et donc il se désactive seulement lorsque le calcul termine normalement en renvoyant une valeur. Et c'est ça qui fait que dans le safe sum string list de tout à l'heure, on intercepte deux fois l'effet conversion failed. D'accord ? La première fois, on l'intercepte et on relance le calcul, lequel va faire l'effet une deuxième fois, parce qu'il y a une deuxième valeur fausse. Le gestionnaire superficiel, lui, il se désactive dès le premier effet géré. Et de cette manière, c'est la responsabilité du programmeur ensuite de réinstaller un gestionnaire d'effets s'il le souhaite, qui pourra faire quelque chose d'un peu différent du premier. Et donc, sur notre exemple, si on utilisait des gestionnaires superficiels, la première erreur, la première chaîne qui n'est pas un entier, serait gérée. En revanche, la deuxième erreur, elle, ne serait pas gérée, puisqu'on n'a pas réinstallé de gestionnaire autour de l'appel à la continuation. Donc en OCaml, la construction match-with étendue a une sémantique profonde. Donc tous les exemples que je vais vous montrer sont en sémantique profonde, qui est sans doute la plus intuitive. Et vous avez dans cette fameuse bibliothèque sur les effets un module effect.shallow qui implémente la sémantique superficielle, si vous avez envie de jouer avec. Bien, alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant d'un peu plus intéressant avec ces effets, ces gestionnaires d'effets. Donc on a vu comment faire des exceptions redémarrables, où le contexte peut décider de redémarrer le calcul. Maintenant, on va voir comment on peut faire de l'inversion de contrôle sur un itérateur. Donc ça, c'est un exemple qu'on a déjà vu au moins 2 fois au 4e cours. Une première fois en style explicite à passage de continuation, une deuxième fois un peu mystérieuse en utilisant call CC. Et là, on va le voir une troisième fois, de manière peut-être un peu moins mystérieuse, en utilisant des gestionnaires d'effets. Donc, comme au 4e cours, on suppose donner un itérateur interne, par exemple l'itérateur sur les arbres binaires. Donc interne au sens où vous lui donnez une fonction que l'itérateur va appliquer sur chacun des éléments de l'arbre, dans un parcours infixe par exemple. Et donc c'est l'itérateur qui appelle votre code. Et maintenant, on voudrait en dériver un itérateur externe. Donc un itérateur externe, c'est plutôt votre code qui appelle l'itérateur, et l'itérateur fournit une énumération à la demande des éléments de l'arbre, les énumérations pouvant être représentées par ce type concret en camel, donc done, pour dire qu'il n'y a plus rien à énumérer, ou more, de la première valeur à énumérer, et d'une
continuation, on peut dire, enfin d'une fonction qui, lorsque vous l'appelez, vous donnera le reste de l'énumération. Et donc là, c'est votre code utilisateur qui appelle de manière répétée l'énumérateur et les fonctions d'énumération qu'il vous donne. Et ben voilà, donc ça tient en un transparent. Alors c'est un tout petit peu compliqué parce qu'on a envie de déclarer un effet local, et cet effet next, il va avoir ce type, donc il va porter un élément de l'arbre, et puis il va renvoyer unit. Et pour que ce typage fonctionne bien, il faut le faire en camel dans un module local. Donc du coup, l'effet aussi est déclaré localement, et du coup, il n'y aura pas de risque de confusion possible avec des effets de même nom déclarés ailleurs. Bon, donc on a ce petit module qui va déclarer un effet et implémenter l'énumérateur comme en termes de l'itérateur. Alors, comment ça marche? Eh bien, on va faire itérer, au sens, sur chaque élément de l'arbre, on va faire appeler une fonction qui lève l'effet next de x, où x est la valeur de l'élément de l'arbre. Et on va gérer cet effet de la manière suivante. Ah oui, donc le gestionnaire de cet effet, il va recevoir x, la valeur de l'élément, et une continuation qui permet de reprendre le calcul juste après, ici. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le parcours est terminé, déjà? Il y a toujours un cas de base dans ces gestionnaires d'effets qui est, quand il n'y a pas d'effet, qu'est-ce qu'on fait? Donc, quand il n'y a pas d'effet, ça veut dire que en fait, tri-iter est arrivé à la fin de l'itération, il n'y a plus d'éléments à parcourir dans l'arbre, et donc, on peut renvoyer done. On est à la fin de l'énumération. En revanche, si... ah oui, et remarquez d'ailleurs que le gestionnaire change le type du calcul. Donc tri-iter, je n'ai pas sauté en transparent là? Non. Tri-iter renvoie unit, ne renvoie pas de valeur, mais le match, le gestionnaire, lui, va renvoyer un type qui est alt-enum, un type d'énumération. Alors, oui, je suis désolé, il me manque juste un élément d'explication. J'aurais peut-être dû faire un transparent supplémentaire. Donc l'élément d'explication, c'est qu'est-ce qui se passe quand l'arbre n'est pas vide, d'accord? Donc quand on a au moins, on tombe sur un élément. Donc next de x est levé, se branche sur le gestionnaire de l'effet. Donc x ici, c'est un élément de l'arbre. K, c'est la continuation qui branche ici. Et du coup, on peut dire mort. Donc on peut renvoyer immédiatement à l'appelant un résultat de la forme mort avec une valeur x et une fonction qui, lorsqu'elle est appelée, va continuer la continuation k avec unit, et donc va faire reprendre le parcours par tri-iter là où on l'avait laissé. D'accord? Donc le flow de contrôle n'est pas évident du tout, mais il faut vraiment penser à, d'accord, j'ai bien récupéré next de x, j'ai fait quelque chose avec x, et maintenant, à un moment plus tard, on va reprendre le parcours juste après le perform. Bien, alors, si on compare avec le code qu'on avait écrit au 4e cours avec callcc, je ne pense pas que vous l'ayez en tête, mais je vous l'ai remis ici à gauche. Donc avec callcc, c'était un petit peu du même genre, c'est-à-dire il y avait cette idée qu'on faisait l'itération avec une fonction qui allait capturer la continuation k', ça c'est celle qui permet de redémarrer, et puis passer la valeur mort à une continuation k qui, elle, est plutôt celle qui permet de sortir, ici du tri-iter, et de renvoyer immédiatement le mort à l'appelant. Et puis, quand l'itération a terminé, on renvoie done. Et donc, vous voyez, ici, on a deux callcc. Il y en a un qui sert pour la sortie, un peu comme un gestionnaire d'exception, disons, et l'autre qui sert à préparer la reprise, faire le retour en arrière. Et en fait, ces deux rôles, dans le cas de l'effet et du gestionnaire d'effet, ils sont combinés en un seul. Donc, le perform fait à la fois la capture de la continuation vers ce qui suit et le branchement vers le gestionnaire le plus proche. Et l'autre point un peu différent, stylistiquement, même conceptuellement, c'est que le calcul de la valeur qu'on renvoie à l'utilisateur, elle se fait ici dans le gestionnaire. Donc le code qui lève l'effet, a priori, il ne sait pas quoi faire.
il ne sait pas quelle valeur envoyer, donc il se contente de lever un effet en espérant qu'un gestionnaire va savoir quoi faire. Alors que ici, c'est au moment où c'est à l'intérieur de l'itérateur en fait qu'on décide que non, la valeur à renvoyer, ce sera mort de x et de k'. Donc le calcul se fait dans la fonction itérée et non pas dans le gestionnaire qu'on met autour de l'itération. Donc c'est les deux principales différences vues de l'utilisateur. Par ailleurs, le code que je vous ai montré, il est en rien spécifique à l'itérateur sur les arbres. Vous pouvez écrire exactement le même code, enfin un peu plus général, qui fonctionne pour n'importe quel itérateur interne sur n'importe quel type de données, des arbres, des listes, etc. Il suffit de paramétrer donc, par l'itérateur lui-même, qui est une fonction l/unit, /collection, /unit, et cet itérateur interne, on va l'appeler avec une fonction qui lève des effets, et on va gérer les effets exactement comme on a fait tout à l'heure. Et donc avec ça, vous pouvez énumérer en parallèle, je ne sais pas moi, un ensemble et une liste, et puis vérifier qu'ils contiennent les mêmes éléments, ce genre de choses. Bien. Alors quelques autres utilisations instructives, disons, des effets, pour vous montrer un peu la puissance de la chose. Donc on peut gérer des effets, mais on peut aussi, on n'est pas obligé de les faire disparaître, on peut les réémettre, ou les réémettre après les avoir transformés. Et donc là, je prends quelques exemples de l'excellent tutoriel de Matija Pretnar, An Introduction to Algebraic Effects and Handlers, qui est cité en bibliographie. Et d'ailleurs, je vous annonce que Matija Pretnar lui-même sera à notre séminaire dans 2 semaines. Donc l'exemple utilise un effet de sortie, donc un effet qui modélise l'impression, le print, d'accord. Mais au lieu d'appeler directement la fonction printString de la bibliothèque standard de Camel, on va plutôt dire, quand je veux imprimer, je lève l'effet print avec la chaîne de caractères et je vais laisser le gestionnaire, un gestionnaire, faire quelque chose avec. Alors ça me permet d'ores et déjà donc de définir la fonction print et de l'utiliser dans du code. Alors bien sûr, si je lance ABC, je vais avoir effet non rattrapé. Donc le code n'est pas vraiment exécutable encore, mais je peux déjà l'écrire. Je peux écrire autant de code que je veux qui utilise print. Et maintenant, je peux mettre des gestionnaires autour pour faire quelque chose. Alors bien sûr, l'effet peut être interprété comme une vraie sortie, un vrai affichage sur la sortie standard de votre processus Camel. Et pour ça, eh bien, il faut gérer l'effet print de S, imprimer la chaîne correspondante et reprendre le calcul après la levée de l'effet. Mais on n'est pas obligé de faire ça, on peut aussi collecter les sorties en une chaîne, concaténer les différentes chaînes et puis renvoyer ça. Donc ici maintenant, l'effet print va faire une concaténation de chaînes, de la chaîne S, qui est attachée à l'effet, et de la chaîne obtenue par le reste du calcul, par continue de K sur vide, avec un cas de base qui dit que si F ne lève pas d'effet print, alors il imprime la chaîne vide, évidemment. Donc là, vous avez un autre exemple aussi où on change le type du calcul par le gestionnaire. Le type d'origine, c'était unit, maintenant c'est string. Et si vous faites collect sur ma fonction ABC de tout à l'heure, elle va vous produire la chaîne de caractères ABC, sans rien afficher à l'écran. Et c'est pas tout. On peut aussi réémettre l'effet print, après l'avoir transformé. Par exemple, on peut inverser l'ordre des sorties. C'est assez curieux, mais si vous récupérez l'effet print de S, vous pouvez faire le continue d'abord, qui va demander au calcul de finir de faire ses autres prints, et ensuite réémettre l'effet print. Et ça, effectivement, si vous faites quelque chose comme collect de reverse ABC, ça va vous produire la chaîne de caractères CBA. Il n'y a pas de problème. Et encore une fois, on a juste transformé un code qui lève des effets en un autre code qui lève des effets aussi, mais pas les mêmes, ou plus exactement pas dans le même ordre. On peut aussi ajouter un numéro d'ordre à chacune des chaînes affichées. Donc si au lieu d'afficher ABC, on va mettre 1.A, 2.B, 3.C. Alors on peut faire ça avec un gestionnaire qui a un compteur sous forme d'état mutable. En fait, les effets, c'est tellement puissant qu'on peut aussi juste se passer l'état, c'est-à-dire le numéro de ligne courant, comme un paramètre supplémentaire, donc qui est ignoré lorsqu'on arrive
lorsqu'on n'a plus d'effet, qui, quand on reçoit un effet print, est pris en argument supplémentaire, sert à transformer l'effet en rajoutant le numéro de ligne devant et en le réémettant. Et ensuite, on peut continuer le calcul avec unit et en lui passant le numéro de ligne plus 1 comme paramètre supplémentaire. Du coup, le begin-end, qui est le gestionnaire, voit son type modifié. Avant, c'était unit, maintenant c'est int / unit. Et donc, il faut l'appliquer à une valeur initiale pour le numéro de ligne, qui est 1 par exemple. Voilà, donc là, ça commence à devenir un peu mystérieux. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de puissance d'expression derrière ce mécanisme de gestion d'effets. Mais peut-être la principale utilisation, en tout cas la principale raison pour laquelle on a mis des effets et des gestionnaires d'effets dans OCaml5, c'est pour pouvoir en fait faire des bibliothèques de threads coopératifs et qui soient utilisables en style de programmation direct. Donc je vais passer un petit peu de temps là-dessus. Donc on avait déjà écrit une bibliothèque de threads coopératifs en utilisant un style CPS, un style à passage de continuation explicite. Là, je voudrais qu'on fasse une bibliothèque, mais cette fois-là utilisable en style direct. Donc il y a 3 opérations, spawn, pour démarrer un nouveau thread, qui est en fait une fonction de type unit / unit, qui va s'exécuter en entrelacement avec les threads qui existent déjà. Yield, qui va permettre au thread courant de se suspendre, et comme c'est en style direct, il ne va pas prendre de continuation explicite, d'accord, donc c'est juste yield unit, et donc il suspend et demande à l'ordonnanceur, au scheduler, de passer la main à un autre thread, si possible. Et puis terminate, qui arrête définitivement le thread courant, et du coup le fait disparaître et passe la main à un autre thread. Donc c'est l'interface qu'on veut faire. Alors comment on va réaliser ça? Avec ce motif de programmation typique, de programmation avec effet typique, qui est, quand je ne sais pas, je lève un effet. Et puis quelqu'un d'autre, un gestionnaire quelque part, saura quoi faire avec. Donc j'ajoute 3 effets pour mes 3 opérations, spawn, yield, terminate, que je définis trivialement comme levant les effets correspondants. Donc spawn prend en argument la fonction à lever, yield ne prend pas d'argument, terminate ne prend pas d'argument. Et je peux déjà écrire du code qui utilise ma bibliothèque, sauf que je ne sais pas l'exécuter. Alors comment je vais faire pour gérer ces effets et donc exécuter? Le gestionnaire d'effets, ça va être l'ordonnanceur. C'est lui qui sait comment passer la main aux différents calculs. Donc il s'appuie sur une file d'attente de threads qui sont suspendus après un appel à yield, donc ils sont prêts à être relancés, donc ils sont runnable, prêts à courir. Et chaque thread est représenté par une simple suspension, unit / unit. Et justement, suspendre un calcul de type unit / unit, c'est simplement l'ajouter à la file d'attente. Et redémarrer un calcul, c'est prendre le premier élément de la file d'attente, s'il y en a un, et l'appliquer à unit. Ou bien, si la file d'attente est vide, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun calcul qui est prêt, donc on termine. Donc là, j'ai pris une file d'attente, donc first in, first out, FIFO, pour avoir un ordonnancement qui soit de type round robin, donc qui soit relativement équitable, mais vous pouvez employer une autre structure de données, hein, c'est pourvu que ça enregistre tous les threads suspendus. Et donc, voici l'ordonnanceur. Donc c'est un gestionnaire d'effets, il a 4 lignes, et chacune de ces lignes est riche de sens. Donc run, vous lui donnez un calcul f suspendu qui va pouvoir utiliser les effets terminate, yield et spawn. Et maintenant, ce que fait l'ordonnanceur, c'est qu'il lance f sur unit dans un gestionnaire qui a donc 4 cas. D'abord, il y a toujours le cas où ça termine normalement. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le thread courant a terminé, mais peut-être qu'il a créé d'autres threads qui, eux, sont encore capables de tourner. Donc, on va appeler restart pour aller voir dans la file d'attente s'il y a des choses à redémarrer. C'est presque la même... et on ignore... Alors, si le thread courant a appelé terminate, c'est presque pareil, d'accord? C'est un peu comme s'il avait levé une exception. On ne va pas utiliser la continuation K, le thread ne redémarrera jamais. Et on relance un autre thread.
Yield est plus intéressant. Donc si le thread courant a appelé yield, maintenant K c'est lié à la continuation du yield, donc juste ce qu'il faut faire juste après le yield, et cette continuation, on va la stocker comme prête à redémarrer. Donc on va la mettre dans notre file d'attente. Donc continue de K, c'est une fonction de type unit flash unit, donc ça a juste le type qu'il faut pour aller dans la file d'attente. Et on va demander à redémarrer un thread de la file d'attente. Alors de préférence celui qui est là depuis le plus longtemps. S'il n'y a qu'un seul thread, on vient de se suspendre et on va se relancer nous-mêmes. C'est normal. Et enfin, si on spawn, donc si on lance une nouvelle fonction f, eh bien, donc là j'ai choisi de suspendre le thread courant et de démarrer immédiatement la suspension f. Alors j'aurais pu faire le choix inverse. J'aurais pi choisir de suspendre le lancement de f et de continuer la fonction qui appelle spawn. Ça donne juste un ordre de lancement différent. Les deux sont corrects, mais on ne fait pas les calculs dans le même ordre. En revanche, il est important de faire run de f et non pas juste d'appeler f, parce que si on appelle juste f, il n'y aura pas de gestionnaire autour de l'appel pour gérer les effets terminate, yield et spawn. Donc run de f, c'est ce qui garantit que f va être exécuté dans un gestionnaire, toujours le même, notre ordonnanceur, qui sait gérer les trois effets en question. Voilà. Et une intuition plus opérationnelle de ce que je viens de dire, c'est que chaque thread a besoin de sa petite pile, d'accord ? Et qu'est-ce qui crée une pile ? Eh bien, c'est le gestionnaire, quand il lance pour la première fois un calcul géré. Donc si vous lancez sans passer par l'intermédiaire d'un gestionnaire, vous n'êtes pas sur la bonne pile. Bon, c'est une intuition qui vaut ce qu'elle vaut, mais le fait est que dans l'implémentation concrète, vous allez avoir exactement une petite pile par thread, comme le ferait un système d'exploitation. Exemple d'utilisation, on écrit un code client en style direct, cette fois-ci. On avait écrit le même la semaine dernière, mais en style à passage de continuation, en CPS. Donc là, le client il se contente de compter de 1 à n, et puis d'afficher le nombre courant, et de rendre la main après chaque affichage. Et là, on va donc exécuter un calcul qui lance deux threads supplémentaires, A qui va compter de 1 à 6, B de 1 à 3, et puis la tâche principale, C, qui compte de 1 à 4. Et vous allez obtenir comme affichage ces différents printf, donc qui sont entrelacés d'une manière ou d'une autre, mais qui vont donc afficher de manière entrelacée les 6 sorties de A, les 3 sorties de B et les 4 sorties de C. Alors, on peut aller plus loin, on peut ajouter des nouvelles features, des nouveaux traits à notre bibliothèque. Par exemple, la communication par passage de messages. Donc, comment est-ce que les threads peuvent échanger des informations? Alors, on va se donner un type des canaux de communication, donc alpha channel. Un canal de communication, c'est ce qui va permettre de transmettre des messages de type alpha, des valeurs de type alpha, comme des messages sur le canal. Et puis on a deux opérations, une pour recevoir et une pour recevoir et l'autre pour émettre. Donc depuis un canal, on peut recevoir un message, et donc la fonction peut bloquer jusqu'à ce qu'il y ait un message sur le canal, et à ce moment-là renvoyer la valeur correspondante. Ou on peut écrire sur le canal une valeur de type alpha. Et donc j'ai choisi une sémantique de type rendez-vous, comme on a dans le picalcul, c'est-à-dire que donc send va bloquer jusqu'à ce qu'un autre thread reçoive. D'accord ? Et c'est aussi une sémantique dite synchrone, par opposition à une sémantique asynchrone où send se contenterait de mettre ses messages dans une file d'attente et puis il continuerait son exécution immédiatement. Donc là, on attend qu'il y ait un send et un receive qui se synchronisent. À ce moment-là, les deux threads redémarrent et le thread qui fait receive reçoit la valeur V que le thread qui fait send a envoyé. Alors, comment est-ce qu'on va implémenter ça ? En déclarant des effets, bien sûr. Ah non, pardon. Avant de déclarer des effets, j'ai raté mon effet. Avant de déclarer des effets, il faut que je vous donne la structure d'un canal de communication. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est un peu ce que ferait aussi un noyau de système d'exploitation. On va dire qu'un canal, c'est deux files d'attente. Donc il y en a une qui va être pour les tâches qui sont bloquées
sur une opération send, en attendant que quelqu'un fasse receive. Et l'autre, ça va être pour les tâches bloquées sur un receive, en attendant qu'une autre tâche fasse send. D'accord ? Donc dans le premier cas, on a la valeur que l'émetteur veut envoyer et une continuation donc qui permet de reprendre la main après l'appel à send. Et pour les récepteurs, on a juste une continuation qui va permettre de reprendre la main après l'appel à receive. Et en fait, dans notre implémentation, parce qu'on est synchrone, à tout instant, au moins une des deux files est vide. On ne va jamais avoir à la fois des gens en attente d'envoi et des gens en attente de réception, parce que dans ce cas-là, ils auraient déjà communiqué. Donc, je disais, comment est-ce qu'on va implémenter tout ça ? Eh bien, on ne sait pas trop, donc on va transformer en effet nos deux opérations send et receive. Et donc on ajoute deux effets, send, qui prend un canal et une valeur, et qui renvoie unit, et receive, qui prend un canal et qui renvoie une valeur de type alpha. D'accord ? Donc jusqu'ici, on n'a pas fait grand-chose, mais maintenant, on va pouvoir ajouter 2K à notre ordonnanceur, donc 2K à notre gestionnaire gestionnaire d'effets, qui va implémenter le bon comportement. Alors, par exemple, si le thread courant veut envoyer la valeur V sur le canal CH, ben on regarde sur la file d'attente du canal CH s'il y a déjà un récepteur, s'il y a quelqu'un qui est prêt à recevoir, qui est bloqué en attendant de recevoir. Si oui, donc on le dépile, on le nomme RC, et on va le redémarrer avec la valeur V, donc on va lui passer la valeur V du message, non sans avoir suspendu l'émetteur. L'émetteur, il est maintenant prêt à reprendre son calcul dès que l'ordonnanceur le voudra. Donc on ajoute le récepteur sur la file des threads prêts à s'exécuter et on relance le récepteur. En revanche, s'il n'y a aucun récepteur, alors on est bien obligé de suspendre l'émetteur, mais on ne va pas le suspendre dans la file des choses qui sont prêtes à redémarrer, il n'est pas prêt à redémarrer, il ne redémarrera que lorsqu'il y aura un récepteur. Donc on le suspend sur la file des émetteurs associés au canal, avec la valeur V qu'il veut envoyer, et puis on fait redémarrer un autre thread. Symétriquement, si on a un thread qui veut faire receive sur un canal, on regarde si on a un émetteur en attente avec une valeur V, donc émetteur SN avec une valeur V. Si oui, on redémarre le récepteur avec la valeur V. Le récepteur, c'est la continuation K, donc on redémarre le thread courant avec la valeur V, et on suspend, comme prêt à s'exécuter, l'émetteur. En revanche, si on n'a pas d'émetteur, il faut se suspendre sur la file d'attente des receveurs en attente sur le canal, et puis démarrer un autre thread. Alors, dans les deux cas, j'ai choisi de donner la priorité au récepteur, donc redémarrer dès que possible le récepteur. C'est un choix arbitraire, hein, vous pouvez choisir qui est redémarré immédiatement et qui est mis sur la file d'attente par suspend. Ça donne juste des entrelacements différents, mais c'est correct. Et voilà, et parce que je voulais essayer de vous faire toucher du doigt, c'est que bon, le code n'est pas complètement évident, mais d'un autre côté, on est en train d'écrire un noyau de système d'exploitation. C'est ça ce que fait un noyau de système d'exploitation, c'est qu'il a plusieurs processus, et il est, enfin, monocœur, sur un processeur monocœur, pardon, il a plusieurs processus, il partage les temps de calcul entre les différents processus et les communications entre processus. Voilà. Donc on peut aller plus loin encore, mais bon, je ne vais pas continuer dans cette voie, mais on peut aussi ajouter des vraies entrées-sorties, des entrées-sorties par exemple sur des sockets, sur des fichiers ou sur des sockets réseau, et à chaque fois donc enrichir notre ordonnanceur pour donc faire avancer les différents threads. Voilà. Maintenant, pour finir le cours, donc je voudrais revenir un peu plus sur la sémantique formelle des effets et des gestionnaires d'effets. Un peu comme on l'a fait au début pour la sémantique formelle des exceptions et des gestionnaires d'exceptions.
Donc là aussi, on va se définir un mini-langage fonctionnel avec des effets. Donc on part d'un noyau de langage fonctionnel, des constantes, des variables, des abstractions de fonctions, des applications de fonctions. Et puis on va ajouter deux constructions. Donc il y en a une qui est le perform, qui effectue un effet, et l'autre qui est le handle, qui gère les effets émis par le corps E. Donc perform de E, un peu comme race, ça interrompt l'exécution, ça se branche au handle englobant le plus proche, mais il y a un effet il y a une capture de continuation aussi qui se fait. Et le handle, lui, qu'est-ce qu'il fait? Donc il évalue le corps E, et vous voyez donc il a deux gestionnaires, en fait, un pour les retours normaux et un pour les effets. Donc si E s'évalue en V sans lever d'effet, alors on va exécuter le gestionnaire normal, ERET, qui est une fonction, en fait, une fonction qui attend la valeur de l'expression et va produire la valeur finale du gestionnaire. Donc on se contente d'appliquer ERET à cette valeur V. En revanche, si E a levé un effet F, alors on va appliquer EF, l'autre gestionnaire, à la paire FK. Donc F, c'est la valeur de l'effet, et K, c'est la continuation délimitée du perform, donc qui a été capturé au passage. Donc voilà, donc avec ce petit calcul, en fait, on peut encoder le match with effect de Camel. Donc là, je vous ai fait un match with effect avec donc le K pour un retour normal, et puis le NK pour N effets différents. D'accord ? Et donc ça, vous pouvez voir ça comme un handle, avec comme gestionnaire normal lambda x.e0. Si E termine normalement, on va lier sa valeur à x et exécuter E0. Et comme gestionnaire exceptionnel, donc une fonction qui prend une paire fk, d'un effet et d'une continuation, et va faire une analyse de cas sur la valeur de l'effet. Rappelez-vous, la valeur de l'effet, c'est un constructeur d'un type algébrique extensible. Donc on peut filtrer dessus, comme on filtre sur des chaînes de sur des listes, par exemple. Et donc dans notre filtrage, on va avoir nk pour les f1 à fn. Et à chaque fois, on va exécuter le membre droit correspondant E1, En, avec k qui est lié ici. Et puis, il y a le cas où le gestionnaire n'arrive pas à gérer. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ben, c'est un peu comme quand un gestionnaire d'exception ne sait pas gérer, il relance l'exception. Et donc, ici, on va relancer l'effet F, mais cette fois-ci, l'effet F, il peut revenir, normalement. Il va peut-être faire d'autres effets, auquel cas on va sortir définitivement. Mais s'il revient normalement, avec une valeur, il va falloir la passer à la continuation K et redémarrer au niveau du perform avec cette valeur. D'accord. Donc le cas par défaut a cette forme-là. Donc une fois qu'on a ce petit calcul simplifié de gestionnaire d'effets, eh bien on peut donner une sémantique à réduction sous contexte, qui d'ailleurs ressemble énormément à la sémantique des exceptions, comme vous allez le voir. Donc on a deux règles de réduction en tête pour le gestionnaire handle. Il y a le cas où l'expression gérée, le corps, c'est déjà réduit en une valeur V, auquel cas on se réduit en E1 appliqué à V. E1, c'est le gestionnaire normal. Et maintenant, si le corps, c'est un contexte ne contenant pas de handle et qui est sur le point d'effectuer un effet, de lancer un effet V, alors on va se brancher à E2, appliqué à la paire V, la valeur de l'effet, et la continuation délimitée qui part du handle qui part du perform et qui va jusqu'au handle. Et cette continuation délimitée, c'est exactement une réification du contexte D. Donc c'est je prends une valeur et je la mets dans le contexte D. Et comme un peu pour les exceptions, donc D c'est un contexte qui ne contient pas de handle, c'est un contexte de propagation d'effets. Et alors que pour les réductions, on peut aussi réduire dans le corps d'un handle, bien sûr. Et donc, quand je vous disais que c'est très proche de la sémantique des exceptions, donc rappelez-vous pour les exceptions, donc ça c'est le cas normal, on se réduit en une valeur V, et ça c'est le cas de levée d'exception, donc D de raise de V, où on se réduit en le gestionnaire appliqué à la valeur de l'exception. Donc la seule chose qui change, vous avez vu que la syntaxe est un peu différente, c'est essentiellement c'est la capture de la continuation D ici, qui est réifiée et donnée en argument supplémentaire au gestionnaire. Voilà. Vu comme ça a l'air très simple.
Alors oui, même la distinction entre handler profond et handler superficiel peut s'exprimer simplement. Donc la règle que je vous ai écrite, c'est la sémantique superficielle. Vous voyez que lorsque la continuation est relancée, lorsque le code client appelle cette fonction, le gestionnaire a complètement disparu. Et donc, soit il n'y a pas de gestionnaire, soit l'utilisateur en a remis un explicitement. Mais si vous voulez la sémantique profonde, où le handler se remet automatiquement en place quand la continuation est appelée, eh bien, il suffit de l'écrire. Maintenant, la continuation délimitée qu'on passe à E2, c'est D de V', le calcul D de V', dans lequel on gère à nouveau les effets en utilisant E1 et E2. D'accord ? Donc on a réinstallé le gestionnaire autour de l'appel de la continuation. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, maintenant, est-ce qu'on peut exprimer, comprendre les effets par une transformation de programme? Est-ce qu'il y a un peu l'équivalent de la transformation CPS pour les effets? Alors la réponse est oui, mais c'est étonnamment compliqué. Donc je vais déjà commencer par une étape un petit peu plus simple, peut-être, qui est une transformation CPS pour les continuations délimitées. Donc on avait commencé à voir ça, enfin à voir les continuations délimitées à la fin du dernier cours. Et donc je m'appuie sur l'approche de Materzog qui est bien acquis. Donc rappelez-vous, quand vous avez un langage avec un opérateur de contrôle et des continuations non délimitées, comme call CC, vous pouvez donner une sémantique avec une transformée CPS normale, entre guillemets, c'est-à-dire celle qui prend en argument une continuation. Et cette continuation, elle représente l'exécution du programme jusqu'à la fin, enfin ce qui reste à exécuter pour aller jusqu'à la fin du programme. Et alors, il y a plusieurs conditions de correction, mais il y en a une en particulier, hein, le contrat, si vous voulez, pour cette transformée CPS, c'est que si votre expression d'origine s'évalue en une constante, sans capturer de continuation, sans rien, alors sa transformée CPS appliquée à une continuation K va finir par appliquer la continuation K à la valeur de l'expression, qui est donc la constante. Et donc l'idée de Materzog est bien acquise pour rendre compte des continuations délimitées, c'est de dire que non, maintenant il n'y a plus une seule grosse continuation qui va du point courant jusqu'à la fin de l'exécution du programme. Il y a une série de petites continuations délimitées, qui vont chacune jusqu'au prochain délimiteur. Et donc la continuation K d'origine, c'est en fait une composition de toutes ces continuations. Mais donc l'idée, c'est qu'on va les rendre explicites sous la forme de n plus 1 continuation passée en argument à la transformée CPS. N, c'est le nombre de délimiteurs englobants. D'accord ? Donc on a une continuation pour chaque délimiteur qui va jusqu'au délimiteur, et puis une continuation qui va jusqu'à la fin du programme, qui est une forme de délimiteur aussi. Et le contrat, il n'a pas beaucoup changé, en fait, pour des expressions simples, donc qui ne contiennent pas de délimiteurs, qui ne manipulent pas le délimiteur ou les continuations. Si donc E s'évalue en une constante, sa transformée CPS, appliquée à n plus 1 continuation, elle doit appliquer la première continuation à la valeur, et aux continuations qui restent, parce qu'il faudra bien finir le calcul un jour. On ne peut pas les jeter, donc on les garde comme des arguments supplémentaires. Et en fait, on utilise cette liste d'arguments supplémentaires un petit peu comme une pile de continuations délimitées. Au sommet de la pile, il y a la continuation K0, celle qui sert dans l'immédiat, et en dessous, il y a les continuations suivantes quand on aura fait sauter des délimiteurs. Alors ce qui est rigolo avec cette approche, c'est que pour le noyau pur du langage, pour les constantes, les variables, les lambda et les applications, en fait, on a exactement la même définition que pour la traduction CPS en appel par valeur habituelle. Parce qu'on ne s'intéresse qu'à la continuation, la première continuation, celle qui mène jusqu'au délimiteur. Parce que maintenant, quand C2 est appliqué à plusieurs continuations, eh bien, par exemple, la transformée d'une constante est appliquée à maintenant n plus 1 continuation, en fait, il suffit de simplifier C de CST appliqué à K0, donc ça fait lambda KK de CST appliqué à K0, qui se réduit en K0 de CST, et vous voyez que les autres continuations sont toujours là. Bon, ça c'est les merveilles du lambda calcul.
Là où ça devient un petit peu compliqué, c'est quand on a des opérateurs de contrôle, donc un pour poser le délimiteur et l'autre pour prendre une continuation délimitée. Alors rappelez-vous, il y a tout un zoo d'opérateurs de contrôle délimité. Je vais en prendre ici une paire qui s'appelle Shift 0 et Reset 0, qui viennent d'Envy et Felinsky. Alors qu'est-ce que ça fait un délimiteur? Ça ajoute une continuation triviale en tête de liste. Ça va rajouter une continuation en tête de liste, et cette continuation, elle est triviale au sens où elle se contente de prendre un résultat et de le faire suivre à la continuation suivante dans la liste, ce qui revient à faire disparaître le délimiteur quand l'expression E s'est évaluée normalement en une valeur. En particulier dans le cas où E se réduit en une constante, donc C de délim de E appliqué à K0, Kn, ça va devenir C de E appliqué à la continuation triviale K0, Kn, va finir par se réduire en la continuation triviale appliquée à la constante et à K0, Kn, qui se transforme en K0 de CST, K1, Kn, donc exactement ce qu'on voulait. Et donc la continuation triviale qu'on a mise là, elle a servi juste pendant l'évaluation de E en une constante. Mais symétriquement, donc autant la délimiter, c'est rajouter une continuation, capturer, c'est réifier la première continuation en une valeur et l'enlever, la supprimer, et passer aux continuations suivantes, continuation de l'opérateur du délimiteur. Et donc, alors ça s'écrit de manière bizarrement compacte, donc c'est de capture de lambda k.e qui a pour effet donc de capturer la continuation délimitée jusqu'au prochain délim, la mettre dans k et évaluer e, et bien c'est juste lambda k c de e, sachant que c de e lui-même va prendre des continuations en argument, et donc ça va avoir pour effet en fait de prendre la première et de laisser les autres. Comme vous le voyez ici, c de capture lambda k de e appliqué à n plus une continuation, ça va devenir c de e lambda k c de e appliqué à tout ça, donc c de e où k est remplacé par k0, donc k0, la première continuation, est maintenant capturée comme une valeur, et le calcul de e continue avec k1 comme première continuation. Bon. Alors c'était déjà un petit peu mystérieux, maintenant on peut rendre l'approche encore plus mystérieuse et rendre compte des gestionnaires d'effets. Donc ça, c'est une des transformations CPS pour gestionnaire d'effets proposées par, c'est la première en fait de la liste, proposée par Hillerström et co-auteurs dans un article récent. Et ils disent, c'est pas compliqué, on va prendre l'approche précédente pour les continuations délimitées, celle où on a n plus une continuation, et puis on va prendre l'approche à deux canons, au lieu d'avoir une continuation, on en a deux, pour le cas normal et pour le cas d'exception ou d'effet, et du coup, on va avoir 2n plus 2 continuations en argument. N, c'est le nombre de gestionnaires englobants. Ces continuations, elles se forment une espèce de pile aussi, où on alterne entre les continuations K, qui sont les continuations délimitées appelées pour envoyer des valeurs résultats, et les continuations H, qui sont les continuations qui sont appelées pour lever des effets. Et K0 et H0, toutes les deux se branchent sur le gestionnaire le plus proche, K1, H1 sur le gestionnaire englobant ensuite, et ainsi de suite. Et encore une fois, pour le noyau pur du langage, celui qui s'intéresse que à la continuation normale, la première continuation normale, ça ne change rien aux définitions de la transformée CPS. Et donc toute la magie, c'est dans la levée d'effets et la gestion d'effets. Donc la levée d'effets, donc l'idée, c'est d'évaluer E en une valeur d'effet F, qui va ensuite capturer sa continuation normale K, qui va aussi prendre sa continuation d'effet H. Donc là, on a mangé K0 et H0 dans cette énumération. On va se brancher en H, appeler le gestionnaire avec la valeur F, et une continuation lambda x, K de x de H, qui rappelle la continuation qu'on a capturée, mais en lui donnant comme gestionnaire le même gestionnaire qu'on avait jusqu'ici. Donc c'est une sémantique profonde. La continuation va se retrouver avec le gestionnaire courant. Et si le gestionnaire donc, décide de reprendre le calcul, de faire continue sur la continuation. Et donc, un gestionnaire d'effets, qu'est-ce qu'il fait? Il ajoute deux continuations, une normale et une pour les effets. Donc la continuation normale, elle prend la valeur normale de l'expression, elle prend la continuation H, qui en fait est celle-ci, et la fait disparaître. Et
et donc se contente d'évaluer C de E1 impliqué à V, et aux continuations qui restent, K0, H0, etc. Et la continuation de Randler, pour les, pour les effets, elle va juste évaluer E2, laquelle est une fonction, donc qui va prendre... c'est compliqué tout ça. Oui, donc c'est une fonction qui va recevoir l'effet, la continuation, et les continuations qui suivent, K0 jusqu'à Hn. Et dans le cas simple, toujours le cas où on peut vérifier qu'on n'a pas fait une grosse bêtise, le cas simple où E se réduit en une constante sans lever l'effet, vous voyez bien que... donc on installe nos deux continuations supplémentaires ici et là. C de E finit... Pardon, non, C de E est là avec nos deux continuations. C de E donc, va finir par appliquer la première continuation à la constante, ce qui va avoir pour effet de lier V à la constante, de faire disparaître H, qui est C de E2, qui est lié à H, et de remettre C de E1 en tête avec la constante et les autres continuations. Donc le contrat est bien rempli, et pour le cas des effets, le contrat est rempli aussi, mais c'est beaucoup plus difficile de s'en convaincre. Voilà. Et encore une fois, donc, ce n'était que la première transformation CPS qui est proposée dans cet article. Et si le sujet vous intéresse, je vous recommande la lecture. En fait, ils font des transformations qui deviennent de plus en plus concrètes, qui se rapprochent de plus en plus de cette idée d'une pile de continuation illimitée, c'est-à-dire d'une certaine manière d'une pile de piles. D'accord ? D'une pile de petites piles. Bien. Écoutez, on est arrivé à la fin du cours, donc on va faire un petit point d'étape, et puis comme ça on aura du temps pour des questions. Donc le point d'étape sur les gestionnaires d'effets. Donc il y a au moins trois manières de le voir, deux manières techniques et une qui est un peu plus génie logiciel. Donc à la base, les gestionnaires d'effets, c'est un opérateur de contrôle qui permet de manipuler les continuations délimitées dans des programmes écrits en style direct. Mais, peut-être par rapport aux autres opérateurs de contrôle délimités qu'on a pu esquisser jusqu'ici, entrevoir jusqu'ici, les effets, ça se présente sous forme d'exceptions redémarrables, qui, je trouve, plus familières, plus faciles à comprendre que les opérateurs de contrôle. Mais ça amène aussi, ça encourage aussi un nouveau style de programmation fonctionnelle. Donc il y a cette idée qu'on a des codes utilisateurs qui ont besoin d'un certain nombre de services, par exemple les services qui vont avec les threads, rendre la main, lancer un autre thread, etc., qui ne savent pas vraiment comment les implémenter, et donc qui se contentent de lancer des effets pour chacun des services désirés. Les services étant ensuite réalisés par un gestionnaire, qui est une fonction appelante qui sait gérer. Et ça, ce n'est pas la même forme de paramétrisation, par exemple, qu'avec des fonctions d'ordre supérieur, où votre calcul aurait été paramétré par les implémentations de yield, spawn et terminate, ou que la variante qu'on a en Camel sous forme de foncteur, donc, où votre calcul, c'est un module qui prend en argument un module qui fournit ces implémentations de base. Donc là, on a d'une certaine manière inversé le contrôle, une fois de plus. Maintenant, le calcul, lui, il se contente de lever des effets, il n'a aucune idée d'où ils viennent, de comment ils vont être gérés, etc. Ce n'est même pas des paramètres explicites. Et c'est en fait le contexte d'appel qui va gérer tout ça. Sachant que des contextes d'appel différents peuvent gérer de manière différente. Donc c'est clairement plus dynamique, c'est clairement aussi... peut-être plus difficile à comprendre parfois. Et là, je vous ai montré l'aspect le plus positif, disons, des effets. Il y a aussi des aspects un petit peu négatifs. Typiquement, lorsque vous avez plusieurs gestionnaires d'effets, quand vous emboîtez un gestionnaire pour certains effets dans un gestionnaire pour un autre, pour d'autres effets, ou pour le même effet, la sémantique peut devenir extrêmement non intuitive. Donc, voilà. C'est aussi une raison pour laquelle, dans les codes que je vous ai montrés, il n'y a toujours qu'un gestionnaire qui gère tous les effets en même temps. Là, au moins, on comprend ce qui se passe. Voilà. Et donc, la semaine prochaine, on reviendra là-dessus, mais cette fois-là, sous un angle plus théorique, sur c'est quoi un effet, c'est quoi la propagation d'effets, ce qui nous amènera à parler de monades, et c'est quoi la génération et la gestion des effets. Et donc, ça nous amènera à parler de la théorie des effets algébriques.
Et donc pour conclure, une petite bibliographie. Donc je vous rappelle la version de Camel que j'ai utilisée pour les exemples et que vous pouvez utiliser pour jouer avec. L'introduction générale au gestionnaire d'effets, qui est l'excellent texte de Matija Pretnar. Cet article donc, qui vous dira tout ce que vous avez toujours voulu savoir et un peu plus sur les transformations CPS pour les effets et leur gestionnaire. Et si vous êtes curieux de savoir donc, comment tout ça est arrivé dans Camel version 5, il y a cet article donc, de Casey et co-auteur qui détaille vraiment à la fois la conception au niveau langage et l'implémentation. Voilà, je vous remercie.